Bonjour à tous, je suis Sylvia et je vous accueille sur Hope, le premier podcast qui aborde le thème de la maladie sans phare ni tabou. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes vous parler de leur quotidien chamboulé par l'arrivée de la maladie. Sincères et forts de leur expérience, ils vous raconteront tout, leurs peurs et leurs coups de blues, mais aussi les petits riens et les grands projets qui leur ont redonné le sourire. Des témoignages décomplexés et empreints de vérité qui font du bien quand ça va mal. Bienvenue chez Hope, le podcast de Medicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. La fibromyalgie est un syndrome douloureux qui concerne essentiellement les femmes. Cette pathologie, d'origine inconnue, entraîne des douleurs chroniques diffuses dans plusieurs parties du corps. Ces douleurs s'accompagnent d'une fatigue extrême et généralement de troubles du sommeil. La fibromyalgie n'est pas dangereuse ni potentiellement mortelle. Néanmoins, l'accumulation et la persistance des symptômes peut être très épuisante. Pour en parler, nous accueillons Carole. Bonjour Carole. Bonjour Sylvia. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Alors, donc toi, tu souffres de fibromyalgie depuis pas mal d'années. Et comme si ça ne suffisait pas, tu as d'autres pathologies qui viennent malheureusement t'accompagner au quotidien. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la manière dont ça a démarré, quels ont été les premiers symptômes que tu as eus et comment est-ce que la maladie t'a été diagnostiquée? Alors, comment ça a démarré? Aussi loin que je me souvienne, c'est particulièrement lié à un problème de santé que j'ai eu à 15 ans. J'ai eu une fièvre paratyphoïde après avoir mangé des moules crues polluées. Ça veut dire une fièvre qui a duré plus d'1 mois, très forte fièvre, et une année de difficultés. Et j'allais au lycée, mais donc j'avais 15 ans et demi. J'allais au lycée, mais je dormais tous les après-midi sur mon bureau. Ouais. Et je ne pouvais pas faire de sport. Et à l'époque, vu mon âge, je dois dire, on m'a pas abandonnée, mais c'est vrai, on se plaignait une fois, puis après, tu fais avec. Et donc, je me plaignais de douleur, 1 fois, 2 fois. Et quand la famille m'a dit, mais tu grandis encore à 15 ans, j'ai arrêté de me plaindre. J'ai arrêté de demander. C'était un peu comme ça à l'époque. Et j'ai continué à avoir des douleurs jusqu'au baccalauréat, où on m'a dispensé de sport au baccalauréat sans justifier ces douleurs, mais avec un constat clair, je n'étais pas capable de faire une activité physique. Est-ce que ton entourage comprenait que tu souffrais vraiment ou il disait que tu exagérais, que c'était pas vraiment des vraies douleurs, que vu ton âge, parce que tu étais jeune quand même, c'était pas possible que tu souffres à ce point-là? Non, pas du tout. D'abord, j'étais une excellente élève malgré tout. Par nature, je suis extrêmement souriante. Je suis née joyeuse, donc je ne montrais pas. Je crois que j'ai appris la dissimulation à cette époque-là, de ne pas se plaindre, de pas demander, de rien dire. Non, personne ne s'en rendait compte. J'étais agacée, rebelle, mais je n'en parlais plus. Et donc après, les années ont passé. À quel moment est-ce qu'on a mis un nom sur sur tes symptômes? Les années ont passé. Je suis partie vivre à Paris. Alors, je dois souligner que j'étais pas une grande sportive, mais j'étais quelqu'un qui faisait 6 mois de natation en haute mer, qui faisait du vélo, je sais pas combien de kilomètres par semaine, donc j'étais très active. Et à ce moment-là, j'ai continué malgré tout. C'était très étonnant. J'avais des douleurs, mais tout ce qui était dans l'endurance, je pouvais le faire. Puis, je suis partie vivre à Paris. J'ai trouvé un travail très prenant. Personne, encore une fois, ne se rendait compte de mon état parce que mon travail fini, j'allais me coucher. Je me couchais très très tôt et j'allais travailler le lendemain et je ne disais rien. Rien. Voilà, ça a duré jusqu'à l'âge de 28 ans. D'accord. Là, j'ai commencé à avoir des douleurs bien plus importantes qui me clouaient au lit. Je n'en ai pas parlé pendant 3 mois jusqu'à ce que je ne puisse plus travailler. Le corps médical vraiment était consterné, ne comprenait pas. Donc, j'ai continué à vivre finalement avec des douleurs qui m'handicapaient, mais je ne montrais rien. Je crois que ça a été ma grande erreur, c'est de ne rien montrer. J'ai laissé s'installer une douleur chronique importante, une fatigue chronique profonde jusqu'à 38 ans. J'ai eu mon premier enfant, 35, pardon. J'ai eu mon premier enfant et je ne me suis pas relevée. Quand je dis je me suis pas relevée, je l'allaitais, j'étais fatiguée, je dormais tout le temps et j'avais des douleurs, mais je ne sais vraiment pas pourquoi, je n'en parlais pas. Tout simplement, je ne disais rien. Comme si c'était un tabou de dire j'ai mal. Quand j'ai eu ma fille 2 ans après, là, je me suis pas relevée du tout.
D'accord. C'est-à-dire 4 mois après sa naissance, j'avais tellement de douleurs, j'avais des vertiges, je dormais debout, que le corps médical m'a hospitalisé en neurologie. On m'a parlé de sclérose en plaques probable. Après 3 semaines d'examen complet, en me disant ce serait une forme très légère, mais quand même, vous pouvez avoir des poussées tous les 10 ans. Toujours pas de diagnostic de fibromyalgie. J'habitais dans un pays européen et quand je suis rentrée en 92, j'étais toujours au même état. Ouais. Le médecin m'a dit ça peut pas être une sclérose en plaques. Je suis d'accord, mais qu'est-ce que c'est? Il m'a dit je ne sais pas. Et ça a duré encore jusqu'en 98. Donc je travaillais avec difficulté, j'élevais mes enfants avec grosse difficulté. Je faisais comme si tout allait. En fait, je me rends compte maintenant que je me plaignais tout le temps, mais pas clairement. Je devais être super pénible à vivre. Je sais pas, une mère qui sourit, qui a mal tout le temps, qui se plaint pas, mais qui se plaint quand même. C'est un peu ça, mon spectacle. Si bien que je me suis pas fait aimer beaucoup de ma famille. Je crois que personne ne comprenait mon état, qui correspondait à aucune pathologie. Donc c'était assez suspicieux. La sclérose en plaques éveillait la compassion. Et cet état qui n'était pas une sclérose en plaques, mais qu'on définissait pas pour une femme de plus de 40 ans, peut-être pas très bien dans sa peau, mal aimée. J'ai entendu beaucoup de choses. Donc, en 98, j'ai été voir un médecin en lui disant « Vous êtes le médecin de la dernière chance. Après, je ne parlerai plus de mes problèmes. » Et il m'a longuement écouté, m'a fait faire un examen du sommeil, de la respiration, et il m'a dit « Je crois que vous avez une fibromyalgie. » D'accord. La respiration, pourquoi je le saurai jamais. En tout cas, lui m'a dit voilà, et il m'a lu 3 pages dans un livre de médecine. Je me souviens que je hurlais, c'est moi là-dedans, c'est moi là-dedans. C'est moi dont on parle dans ce livre. Tu avais quel âge à ce moment-là? Je suis née en 52. C'était en 98. 46 ans. 46, ouais. Donc ça veut dire qu'entre tes 15 ans et tes 46 ans, donc pendant 31 ans, tu as eu des douleurs sans jamais savoir d'où venaient ces douleurs. J'avais des pertes de force musculaire importantes. Je pouvais pas soulever mes bébés, je pouvais pas les tenir longtemps. Je jouais couché par terre avec eux. Je ne pouvais pas courir avec eux. C'est un sujet super douloureux, là. J'étais handicapée, mais invisiblement handicapée. Personne ne voulait le voir, ça n'intéressait personne, finalement. Je me marrais c'est toujours c'est mon atout et mon handicap, je me marrais tout le temps. Et ce sont les amis qui m'ont dit, tu sais, on t'a vu marcher dans les escaliers, on t'a vu descendre d'une colline, tu tiens pas sur tes jambes. Donc, il y a toujours ce spectre de la sclérose en plaques qui était là. Quand je suis rentrée en France en 92, alors là, j'ai eu vraiment des difficultés, non pas de diagnostic, mais de communication. J'arrivais pas à expliquer ce que j'avais. Ça correspondait pas à une maladie. Donc, je disais une fois, je suis pas bien, j'ai mal aux jambes, j'arrive pas à me lever. Une semaine après, j'arrivais chez le médecin en disant qu'est-ce que j'ai mal dans les épaules. Enfin bref, j'arrivais avec tout mon cortège de douleurs, mais espacé. Donc, j'étais pas prise au sérieux. Et comme j'étais au départ, comme j'étais seule à élever mes enfants, que je revenais d'Allemagne, que ça avait été un drame de quitter l'Allemagne, tout le monde me disait c'est psy, tu vis pas bien ta situation, tu es malheureuse. Je disais non, je suis tellement bien dans cet état-là, je suis tellement contente d'être rentrée en France. Et qu'est-ce que c'est difficile d'expliquer quand on n'a pas une maladie bien identifiée, bien repérée. En plus, on commence à se plaindre, donc la plainte, gémir, c'est pas très bien reçu. Donc, du coup, là, j'ai commencé à nouveau à rien dire. D'accord. Vraiment rien dire. Et quand la fibromyalgie t'a été diagnostiquée de façon un peu plus claire, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, j'imagine? Est-ce que ça a changé vis-à-vis des autres? Oui, boum boum, fibromyalgie à ma porte. Le médecin ne sait pas m'expliquer, il sait pas ce que c'est d'ailleurs. Il me dit on sait pas guérir, on sait pas soigner, on n'a pas de traitement. Ça va devenir de plus en plus compliqué. J'espère que vous avez un mari, quelqu'un qui va s'occuper de vous plus tard. Voilà, tout ce qu'il m'a dit. J'ai pensé pendant une semaine au suicide. Vraiment au suicide. J'étais déterminée à élever mes enfants jusqu'à leur majorité ou disparaître. En tout cas, une forme de suicide. Et c'est ma kiné qui m'a dit, oh là, stop. On connaît la fibromyalgie. Donc, elle m'a donné un document. Et de ce jour-là, on a rejoint l'association régionale et c'est là où a commencé l'engagement. J'étais extrêmement contrariée et en colère. Comment pendant 30 ans, on a pu me laisser avec, certes, on connaissait peut-être pas bien la fibromyalgie, mais ne pas me croire tout simplement. Qui va inventer ne pas pouvoir tenir ses enfants dans ses bras, enfin. Je les ai voulus. J'étais contente de les avoir. Et je n'y arrivais pas. C'est-à-dire faire à manger, s'occuper des enfants, ranger la maison. Il y a une des 3 choses
que je devais faire. Les 2 autres, je pouvais pas les faire. Donc, je m'occupais de mes enfants le mieux que je pouvais. Ça me paraît tellement lointain et en même temps tellement incroyable parce que c'est encore l'actualité. Alors c'est vrai que la fibromyalgie, c'est une maladie, comme tu le disais, en plus à l'époque, qui était pas très bien connue, qui avait peut-être pas non plus très bonne réputation. Est-ce que toi, ça t'a impacté cela? Oh là là, oui, la pauvre petite femme de 40 ans, avec ses origines, je suis très mélangée, pays nordique, sud, je suis un gros mélange de 4 nationalités. Mais bon, des fois, on me disait, oh, c'est peut-être vos origines du Sud, peut-être juste douillette. Après, on m'a dit, ben, vous cherchez peut-être des avantages, que votre mari s'occupe plus de vous. Enfin, c'était tellement en décalage avec ce que je vivais. D'abord, je venais pour écouter, pour qu'on me rassure, pour qu'on me dise, ne vous inquiétez pas, ça va pas évoluer. J'ai pas entendu ces mots-là. J'étais toujours culpabilisée. Et culpabilisée devant mes enfants. Ouais, donc c'est difficile. Ça, c'était très violent. Oui, c'était très violent. C'est ça ce qui t'a poussé parce qu'aujourd'hui tu es présidente de l'association Fibromyalgie France. Est-ce que c'est ce constat-là qui t'a poussé à t'investir dans cette association et puis surtout à travailler à mieux faire connaître la maladie et à montrer que non, c'est pas qu'on est un petit peu chochotte ou qu'on est un petit peu faible, mais c'est une vraie maladie, une vraie pathologie? Je crois, oui, que c'est réveillé en moi un côté très révolté. Et pas que je suis rebelle, je suis une guerrière. Je le savais parce qu'il y a un atavisme familial. On est des guerriers, mais pas moi. Je l'étais pas. J'étais timide. J'étais assez soumise finalement. Et ça m'a tellement agacée qu'on me dise vous avez une fibromyalgie, c'est pas une sclérose en plaques. Une sclérose en plaques, je savais que je risquais le fauteuil roulant, qu'on allait s'occuper de moi, on allait être gentil avec moi. D'un coup, on me donne une maladie, je vois toutes les portes qui se ferment. J'étais extrêmement dans un état de colère en disant mais donc personne veut m'aider. On trouve quelque chose à la quarantaine et personne veut m'aider. Donc oui, ça a été l'engagement qui a été 300% tout de suite. J'ai très bien considéré les difficultés. Je savais que j'étais en train de m'éloigner de ma famille parce que tout le temps que j'ai pris pour cet engagement, je le retirais à mes proches. J'en ai eu conscience, particulièrement conscience, mais je pouvais pas lâcher. Parce que quand j'ai appris que la fibromyalgie pouvait être une forme de famille, familiale, je me suis dit pour ceux qui arrivent après moi, il faut absolument bouger. Quand je dis la forme familiale, effectivement, moi, ma grand-mère avait des douleurs chroniques. J'ai toujours entendu se plaindre de douleurs. En apprenant beaucoup plus sur la fibromyalgie, je dois souligner que pendant 2 ans, je n'ai rien fait d'autre que compulser Internet. Pendant 2 ans, aller chercher toutes les publications scientifiques validées que j'ai pu trouver. J'ai contacté des chercheurs dans le monde entier. À l'époque, on avait déjà les mails et on contactait des chercheurs. Sauf en France. En France, j'arrivais pas à les contacter. Mais les chercheurs étrangers, donc pendant 2 ans, j'ai cherché tout ce que j'ai pu trouver. Et à ce moment-là, j'ai demandé rendez-vous partout dans les institutions nationales. D'accord. Ça a été une façon de dire on est là, on existe, on sait pas ce que c'est, mais aidez-nous. Ça a été salvateur pour toi? Eh ben, je me trouve bien bête là pour répondre à cette question. Je suis pas du tout sûre que ça. Non. Ce qui aurait été salvateur, c'est qu'on m'aide et puis que je mène une belle vie et que je voyage et que je m'amuse. Ce qui n'a pas été le cas depuis 98. J'ai quand même connu beaucoup. C'est un combat, hein. J'ai connu beaucoup d'adversités. Les portes ne se sont pas ouvertes comme ça. Non, c'était entre malades que l'on était joyeux. C'était pas le terme quand même. Faut pas exagérer, mais on se comprenait. On se comprenait, on se respectait et on riait. On avait le droit de rire. Si vous voyez des fibromyalgiques, c'est comme si on n'avait plus le droit de rire parce que c'est peur qu'on ne croit plus. Tu vas bien, tu te marres. Donc t'as pas ça va bien. On se roule pas par terre de douleur, faut arrêter. On a des douleurs auxquelles on s'habitue, hélas. Donc, si, on a des douleurs très fortes, mais bizarrement, le corps, je dis pas qu'il les accepte, c'est pas à ce point-là. Je sais pas comment expliquer. Puis, il y a la douleur, des fois, après, on l'oublie. Moi, j'ai eu de telles douleurs que mon mari me massait pendant 4 heures le dimanche après-midi et que je délirais. Je lui disais que j'avais 3 jambes. C'était tellement j'avais mal, ça me doublait la jambe. Et heureusement, ma mémoire a oublié tout ça. Alors, c'est vrai que tu es particulièrement courageuse et que tu t'es lancé un défi il y a quelque temps, parcourir les routes de France à vélo. Alors, comment t'es venue cette idée un peu folle? J'avais été voir l'enregistrement des Enfoirés. Je sors que 2 fois par an vers un spectacle. C'est très dur de rester 1h30, 2 heures assise. Là, c'était 5 heures. L'enregistrement, c'était 5 heures. Dans des fauteuils extrêmement durs, du béton.
J'étais sûrement la seule à ne pas bouger de mon fauteuil. Tout le monde dansait sauf moi. Et j'avais envie de faire cet enregistrement. J'avais envie de m'amuser. Et puis quand j'ai vu Gérard Jugnot et son acolyte Cadmerade, pour moi, les vrais enfoirés, c'est ma génération, c'est mon âge. Quand je les ai vus tels qu'ils étaient, eux-mêmes, complètement déjantés, vraiment, je me suis dit, moi, je vais être une enfoirée. Je vais devenir mon enfoiré. Et je me suis dit, je pars en vélo. C'était vraiment des réflexions pour supporter d'être assise là. Je me laisse vraiment vagabonder. Et je suis rentrée et j'ai dit aux membres du conseil d'administration, je pars en vélo cet été à 50% pour parler de la fibromyalgie, à 50% parce que j'ai envie de le faire. J'ai vraiment un grand blanc. J'imagine. Un grand blanc, sans aucune préparation, rien. Donc ils m'ont dit, de toute façon, si on dit qu'on n'est pas d'accord, tu le feras quand même à titre privé. J'ai dit que c'est exactement ça. Donc je suis partie sans aucune préparation, sans logistique, sans avoir réservé quoi que ce soit, en me disant, j'ai rien à démontrer, c'est pas le but. Je vais parler de la fibromyalgie si on me pose des questions. J'avais dans mon dos écrit fibromyalgie, justement, parlons-en. C'était surtout pour moi. Et je m'étais dit, si au bout de 3 jours, je peux plus, j'arrête. Ouais. J'ai rien à démontrer. J'ai pas de fierté. C'est juste, on va essayer. Et au 3e jour, c'est très bizarre. Je suis devenue un robot. Ouais. Je ne pensais plus. Je ne souffrais plus. Je ne me posais plus de questions. Je suis partie tête baissée sur mon vélo. Et tous les jours, je savais jamais où j'allais dormir. Je faisais à peu près 30-35 kilomètres. Le plus que j'ai fait, c'est 70. D'accord. J'avais même plus rien à boire. J'étais en danger. J'ai une insuffisance rénale. C'est complètement irresponsable ce que j'ai fait. Les médecins m'ont dit d'ailleurs. Je suis pas bien sévère. Mais je l'ai fait. Voilà. J'ai fait La Rochelle-Bayonne. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me pose pas de questions. J'avais envie de le faire. Je l'ai fait. Ça aurait pu être tout à fait autre chose. J'avais juste envie de le faire. J'avais envie d'aller au bout de ce désir. Je sentais l'âge avancer en me disant si tu le fais pas maintenant. Et j'ai eu raison. J'avais senti une urgence. Je n'en suis plus capable. Quelques années après, je n'en suis vraiment plus capable. Mais enfin, c'était, je sais pas. C'était juste une envie. Je crois qu'il faut vivre ses envies. C'est chouette. Bravo, parce que très drôle, très drôle. La seule concession que j'avais faite, c'était d'acheter un vélo à assistance électrique. D'accord. Ce que l'on oublie, c'est que ce n'est pas un scooter. Ah non, il faut pédaler quand même. Et ce qu'on oublie, c'est qu'un vélo électrique, c'est lourd. Et que quand ça montait un petit peu, mon vélo, il reculait. Et que je n'avais pas la force de tenir. Je me disais, tu vas jamais arriver. Donc je hurlais. Mais je hurlais toute seule dans la forêt. Je suivais la piste cyclable à vélo dissité, donc j'étais 80% du temps dans la forêt toute seule. Et je hurlais quand ça montait, il est où le bonheur, il est où on fait à tue-tête. Et dès que ça descendait tout seul, je hurlais, il est là le bonheur. Je hurlais. Encore une fois, je crois que j'ai juste eu envie de vivre ce que j'avais envie de vivre au final. Je me posais pas de questions. Et je continue, hein. C'est chouette, mais c'est une belle. J'imagine que tu as dû faire des belles rencontres en plus. C'est une sacrée expérience. Pas tant que ça, parce que moi j'étais sur la route. C'était un road movie. Je repartais le lendemain matin. Alors j'ai fait des belles rencontres, c'est quand je montais ma tente le soir. J'étais tellement fatiguée que j'ai même réussi à monter ma tente la tête en bas. J'arrivais pas à mettre les sardines évidemment. Et où les gens arrivaient complètement pliés en deux en disant ma pauvre dame, c'est dans l'autre sens. J'étais tellement fatiguée. Et où un monsieur, j'étais tellement fatiguée un soir que je me suis endormie devant ma tente en l'air et qu'il y a un monsieur qui est venu me voir en me disant est-ce que je dois appeler les pompiers? Vous nous faites peur, vous bougez plus du tout. C'était drôle. Et j'étais tellement fatiguée, tellement, et je repartais le lendemain matin très tôt. Donc les gens venaient me parler brièvement. Et le soir, quand j'arrivais tôt dans un camping, je parlais de la fibromyalgie. Et du coup, ton périple a duré combien de temps? 4 semaines, parce que des fois, mon cœur aimait pas du tout. Oui. Donc, je restais des fois couchée 3 jours, sans bouger. Mais c'était très bizarre. Non, j'ai vraiment pas pensé. C'était vraiment pas le voyage initiatique. Mon spirituel n'a pas beaucoup fonctionné. J'étais dans le pratique. Totalement pratique. C'est très décevant pour certains, mais j'ai pas eu de révélation. Mais cela dit, il faut un sacré courage pour le faire. C'est un sacré défi. J'ai des larmes aux yeux, là, c'était tellement drôle, les enfants avec mes cheveux blancs.
Et j'avais un nounours dans le dos, c'est notre docteur Bobo. Et je l'avais dans le dos attaché et les enfants hurlaient, regarde la mamie avec son doudou. Je suis mis tout le doudou, c'était trop. En tout cas, je regrette pas parce que je peux plus le faire. Mais si je pouvais, je traverserais l'Europe parce qu'il y a toute une route comme ça qui traverse l'Europe en vélo. Je lance un appel. Tu veux m'accompagner? Si je pouvais, je le ferais. Ouais, bah c'est la liberté en fait, je crois que c'est ça. Oui. C'est une forme de liberté. Puis prendre peut-être aussi ton destin en main. C'est-à-dire que c'est pas la maladie qui te dictait, mais là c'est toi qui décidais de ce que tu faisais en fait. Oui, mais comme c'était dans le prolongement de mon quotidien. C'était un peu plus fort quand même. C'est ma nature, hein. Je lâche rien, hein. Je sais pas, en fait, ça m'a pris, faut demander à Cadmerade et à Junot, hein. Pourquoi ils ont éveillé chez moi cette espèce de, j'ai voulu être une enfoirée encore une fois. J'étais une enfoirée, mais je regrette pas. J'ai fait tellement peur aux médecins qui me suivaient. J'imagine. J'ai envoyé une carte postale à la fin. 655 kilomètres sur la carte postale. Ouais. Bravo, hein, en tout cas. Sacré défi. C'était même pas un esprit de revanche sur la vie. C'est étonnant. Moi, je pense qu'on devrait tous vivre ces rêves. Tu peux dire, voilà, moi j'ai fait quelque chose que peut-être tu n'aurais jamais fait autrement ou tu n'aurais peut-être pas eu le courage. C'était peut-être aussi un pied de nez à la maladie, probablement. J'ai pas réfléchi à tout ça. C'était tellement incroyable de faire ça à 66 ans, sans aucun entraînement. Oui, sans aucune préparation. Allez, on prend le vélo, on s'en va. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que en plus de la fibromyalgie, j'ai eu un AVC. 2 AIT, donc ce qu'on appelle des mini-AVC, que je suis cardiaque sévère. Et alors, je crois que c'était encore plus une raison de faire ça. C'était non, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je vais être comme tout le monde, je vais être heureuse, j'ai envie de rire, et puis j'aligne les maladies les unes après les autres. Donc, là encore, hein, c'est lié à la fibromyalgie. Je bougeais beaucoup trop peu. J'ai laissé beaucoup d'autres maladies s'installer parce que j'avais peur d'aller chez le médecin, tout simplement de ne pas être crue. Ça m'a laissé quand même des séquelles, ces 30 années d'errance. Oui, bien sûr. J'avais peur de parler au médecin, j'avais peur qu'on ne me croie pas, je pensais que je n'étais pas convaincante. Est-ce qu'on a besoin d'être convaincante quand on va chez le médecin? Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est d'autant plus difficile qu'on s'attend du médecin une compréhension. Et en fin de compte, c'était difficile pour toi d'avoir cette compréhension-là qui aurait dû être, je dirais, normale. Parce que la douleur, maintenant, on en parle beaucoup plus. Il y a 30-40 ans, quoi, vous avez mal, qu'est-ce que c'est, des douleurs? Vous avez mal partout. D'abord, je crois que je l'exprimais même pas sous cette forme-là. Ça a beaucoup évolué, même si c'est compliqué. Mais parler de la douleur, c'était ressenti comme une faiblesse. En plus, une mère qui se plaint, alors là, je crois que, franchement, la mère, elle doit être forte en tout, elle doit assumer tout, elle doit nous rien montrer. Bon, comme à ce niveau-là, j'ai pas bien réussi. Mon échec. Mais... malheureusement, on peut pas toujours tout réussir. C'est vrai que le contexte était, comme tu le disais, le contexte était différent à l'époque. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ce serait, certainement aujourd'hui, ce serait différent parce que maintenant, on connaît la maladie. Et puis, à travers ton association, tu contribues aussi à faire connaître. Donc, j'espère qu'on a fait avancer, en tout cas, les mentalités. En tout cas, on a beaucoup de partenariats construits avec le corps médical. Autant, il y a 30 ans, on était rejetés, 30 ans, 98, non, il y a 22 ans. Moi, j'ai du mal à calculer. Autant on était rejetés, c'est toujours difficile, mais le pendant, c'est qu'il y a des médecins qui nous croient et qui nous aident et qui ont construit des projets. Ça fait changer les choses. Moi, j'interviens dans des congrès. Maintenant, c'est récent, on nous demande en public, donc des articles dans des revues médicales. Donc voilà, il y a toute une évolution, mais c'est 20 ans d'engagement. Il faut être capable de tenir 20 ans et de pas avoir envie de rentrer, dire de façon familière, rentrer dans l'art. Mais on en a vraiment envie. Je crois qu'il faut monter des partenariats. C'est important d'exprimer la parole. Et si on ne croit pas dans les 5 premières minutes, de gagner la 6e, c'est-à-dire dire, oh, finalement, c'est peut-être intéressant d'écouter ces malades-là. Peut-être qu'on va apprendre quelque chose. J'interviens auprès du corps médical dans un DU douleur, en formation continue. Je me dis toujours la première slide, oh mon Dieu, fibromyalgie. Et à la 3e slide, je vois déjà des sourires, donc positifs, pas moqueurs, des vrais sourires. Excuse-moi, est-ce que tu aurais un ou
plusieurs conseils à donner à ceux qui nous écoutent et qui souffrent peut-être également de fibromyalgie? Ce serait prétentieux de ma part, parce que je pense que c'est totalement individuel. Je crois que c'est vraiment une pathologie où l'environnement est déterminant. Quand je dis l'environnement, c'est l'environnement familial, social et professionnel qui va changer la donne. J'explique. Quand on est en train de tout perdre, quand on se rend compte qu'on ne peut pas rester dans l'emploi, que les amis ne vous croient pas, que le corps médical ne vous croit pas, que la famille s'éloigne. Comment aller bien? Comment survivre à ça? Comment tenir le choc? Alors déjà, quand un des éléments environnementaux se casse la figure, c'est déjà difficile. Parce que dans ces cas-là, on est malade et en plus, on doit convaincre. On n'a pas toujours l'énergie de convaincre. Donc, comme j'ai oublié la question, je sais pas ce que j'allais dire. Si tu avais un conseil, un ou plusieurs conseils à donner. Le seul conseil, comment faire, c'est se tourner vers les bonnes personnes, encore faut-il connaître les bonnes personnes. C'est peut-être d'apprendre à exprimer la maladie. C'est peut-être le plus grand conseil, parce que je me vois moi aussi me taper la tête contre une porte fermée quand j'expliquais mes troubles et j'y arrivais pas et je m'enfonçais, je voyais bien que je m'enfonçais, c'était terrible. Apprendre à exprimer la maladie, finalement, c'est ce que je fais auprès des médecins quand j'interviens auprès d'eux. Je leur explique quel type de douleur c'est. Ce n'est pas une douleur comme les autres douleurs, les traits caractéristiques. Et quand on sait pas l'exprimer, on perd pied. Donc peut-être aller faire dans des formations, de l'éducation thérapeutique de patients que proposent beaucoup de centres hospitaliers maintenant. Entrer dans une association et essayer de venir communiquer, c'est compliqué. Nous, on a un forum interne. Et je dis pas qu'il vit pas, mais il vit pas assez parce que c'est difficile de venir s'exprimer et apprendre à parler de cette drôle de maladie, parce que ce n'est pas que de la douleur, c'est de la fatigue chronique. C'est une perte de force si on fait plus d'activité physique. C'est un environnement qui vous regarde bizarrement. C'est une perte de confiance en soi. C'est ne pas savoir dire aux autres, en ce moment, je vais pas bien. C'est être en train de manger avec tout le monde, c'est la joie, tout le monde se marre et d'un coup, on a l'impression qu'on va tomber dans un trou, qu'on va se trouver mal. Et qu'est-ce qu'on fait? On se contrôle, on essaye et on s'effondre. On est toujours un petit peu à la limite de se faire juger. Même si c'est pas méchant. Foncièrement, mais pourquoi est-ce que tu te marres, t'es à table, tu te marres et d'un seul coup tu te sens mal? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et le dire, c'est pas facile déjà de dire excusez-moi, je quitte la table parce que je vais pas bien. Et pourquoi tu vas pas bien? Qu'est-ce que t'as? Et pourquoi tu t'allonges et dans 10 minutes tu vas rire comme tout le monde? Parce que ça fluctue tout le temps. Et du coup, on se met en retrait de notre propre fait. On s'isole. Donc, je pense qu'effectivement, apprendre à l'exprimer avec des mots simples. Oh, puis zut, pardon, Sylvia, ne devrait-on pas être plutôt entouré et compris que d'avoir approuvé? On devrait être entouré et compris. Je dis ça parce que quand j'ai eu l'AVC, c'était une maladie un événement de santé tellement brutal, tellement connu, bien répertorié que à l'hôpital, tout le monde était gentil avec moi. Je me disais, mais je comprends la différence. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils ont les réponses. Ils sont dans la bienveillance parce que c'est dangereux quand même. Et donc, j'ai convoqué toute l'équipe en leur disant, j'ai besoin de vous parler. Il y avait des neurologues, des infirmières, tout le monde. Et j'aurais dit, j'ai besoin de savoir. Quand vous avez vu dans mon dossier fibromyalgie, est-ce que votre regard a changé sur moi? Et toute l'équipe a fait, Et je leur ai dit, c'est important de le savoir. Ils m'ont dit, mais enfin, vous avez eu un AVC. Justement, je suis en train de découvrir une belle médecine. Et moi, depuis 10 ans, il y a personne ne m'écoutait. Donc, la réponse, elle est là. Bien connaître la maladie, qu'elle soit bien répertoriée, qu'on comprenne le malade et qu'on l'écoute. C'est très simpliste, ce que je dis, mais pourtant, c'est la réponse que j'ai eue. Merci beaucoup, Carole, pour ton témoignage. Bravo pour ton courage. Bon courage pour la suite, parce qu'effectivement, tu me disais que le confinement est est très difficile pour toi. Enfermée. Je suis sortie peut-être 5 fois depuis 1 an parce que j'ai 5 facteurs de risque et j'ai pas envie d'en prendre. Bien sûr. Non, tu as raison d'être prudente, mais ça reste difficile. Donc, bon courage pour la suite. Puis, j'espère avoir de tes nouvelles parce que ça a été une discussion très agréable avec toi. Bravo pour ton courage encore une fois. Puis, qui sait, peut-être que tu auras donné des vocations à certains de prendre la relève et de parcourir les routes de France à vélo. Oui, ils m'emmenaient dans une petite charrette derrière. Oui.
Pourquoi pas. Merci en tout cas et encore bravo pour ton courage.